Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le mois de mars étant presque terminé, il est déjà temps de vous présenter mon bilan lecture pour le mois de mars. J'ai lu 8 romans dont un manga et je suis très contente de ce rythme de lecture, j'espère que je vais arriver à le garder pour les prochains mois qui arrivent. Le mois dernier, lors de mon bilan lecture, je vous laissais avec ma lecture en cours, qui était Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling, publié aux éditions Folio Junior. C'est donc une relecture que j'effectue de tous les tomes. J'aimerais bien avoir fini à la fin de l'année la saga. Il ne me reste que 3 romans, mais ce sont les tomes les plus gros. Rien que celui-ci, on avait passé des 760 pages, donc ouais, j'ai mis un peu plus de temps à lire que les 3 premiers. Mais c'est toujours un plaisir de retrouver Harry Potter. Dans ce 4e tome, c'est donc la 4e année de scolarité à Poudlard pour Harry. Il retrouve Ron et Hermione, ainsi que tous les autres. Ce tome commence avec la Coupe du Monde de Quidditch où va se rendre Harry avec ses amis et où un premier événement va se dérouler dans le retour de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ensuite, Harry va retourner à Poudlard et il va connaître, il y a un événement qui va se passer qui s'appelle la Coupe des Sorciers, qui ne se faisait plus depuis certaines années et qui recommence et qui en fait permet à 4 écoles de sorcellerie mondialement reconnues de s'affronter dans 3 grosses épreuves. Et donc voilà, on va retrouver Harry Potter confronté à ce nouveau tournoi. Et donc j'ai bien aimé ma lecture, c'est toujours un plaisir de relire Harry Potter. Je me rappelais donc que de certaines choses, pas de tout. Je me rappelais du passage dramatique par rapport à un personnage, parce que je pense que c'est le passage qui a marqué le plus de personnes dans celui-ci. Mais pour tout le reste, j'avais oublié, j'avais complètement zappé la Coupe du Monde de Quidditch. Donc ça commence le livre, je me dis, je l'ai jamais lu ce bouquin. Alors que si, je l'ai lu, mais il y a juste très longtemps. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir lu et j'ai hâte de continuer. À savoir qu'après cette relecture d'Harry Potter, je voudrais relire les 4 tomes de la Passe Miroir pour bien m'y remettre dedans, parce que le 4e tome, je l'ai lu assez en décalé par rapport à la sortie du 3. Donc voilà, je m'étais dit, après Harry Potter, c'est la Passe Miroir. Après cette lecture un peu dense qui m'a pris un peu de temps, je suis partie sur un manga. Il s'agit de Flower for Vincent de Shiryuki aux éditions H2T. Ouais, H2T édition. Donc là, on va suivre une femme qui s'appelle Iris, qui est une élève de terminale, qui va souvent voir sa grand-mère qui est dans un EHPAD, ou à l'hôpital, plutôt à l'hôpital, qui va la voir tous les jours. Sa grand-mère était hospitalisée pour des problèmes de santé. Et un jour, elle va se retrouver devant une petite fleuriste. Donc on voit là, c'est bien la boutique de fleurs. Et elle va rencontrer Vincent, d'où le titre, qui, on nous le dit en 4e de couverture, est un être un peu plus particulier, qui n'est pas forcément un humain. Et elle va le rencontrer, et à côté de ça va surgir aussi une femme un peu étrange qui semble aussi faire partie du monde de Vincent. C'est une série en 2 tomes, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il précise tranche de vie, romance, fantasy. J'ai bien aimé, j'ai trouvé l'histoire très mignonne, je trouve le manga très beau. Les dessins sont également très beaux. J'ai pas du tout vu passer ce manga. Et donc voilà, ça a été une petite découverte que je l'ai trouvé dans la librairie à un moment chez Mémé. Et je l'ai vu nulle part ailleurs. Donc voilà, j'espère que le tome 2 sortira dans pas trop longtemps pour que je puisse terminer ce manga. J'ai enchaîné avec une lecture commune. Comme dans chaque vidéo, je vous parle de cette fameuse vidéo. Ma petite sœur m'a choisi 12 livres dans ma pile à lire selon des critères propres à elle. Et dans sa sélection, il y avait le Margaret Atwood, La Servante écarlate, publié aux éditions Pavillon Poche. Elle m'avait précisé dans un petit post-it que c'était parce qu'elle avait étudié certains passages de ce livre en littérature anglaise et qu'elle souhaitait que je découvre. Donc j'ai fait une lecture commune avec quelques personnes sur Instagram, que je remercie parce que c'est quand même vachement bien de faire des lectures comme ça à plusieurs. J'avoue que ce livre me faisait peur, j'y étais dans ma bibliothèque depuis un petit moment et j'avais vraiment peur de le lire. Et là, en sachant que j'étais pas seule, ça m'a quand même aidé. Donc on va suivre Moufred, comment elle s'appelle Defred. Pardon, Defred, qui est une jeune femme qui vit dans un monde, on ne nous dit pas quelle période. On sait que l'auteur a écrit ce livre en 1985, donc on peut partir du postulat que 1985 est la période dont les souvenirs de Defred viennent, mais à son moment présent, on ne sait pas où c'est. On sait que c'est quelques années, mais seulement quelques années après. En fait, Defred est une servante. Alors, on l'appelle la servante écarlate parce que sa tenue est de couleur rouge écarlate. Elle a des espèces d'œillères qui font qu'on ne peut pas voir son visage.
Elle marche, le regard ferme, posé vers le sol pour que vraiment on ne puisse pas la regarder. Et en fait, elle est dans une famille, un couple, et elle est là pour faire un enfant. En fait, elle est censée être fécondée par l'homme de la maison pour apporter un enfant à cette famille. Et ensuite, du coup, le quotidien de Fred, qui est rempli de règles, de contraintes. On voit que c'est une société très organisée avec vraiment, vous avez plusieurs strates, plusieurs couches de la population qui sont représentatives. Il y en a qui sont bannies, il y en a qui sont les Rita, sont par exemple les cuisinières. Donc voilà, il y a vraiment des catégories de personnes, c'est vraiment catégorisé. Et ensuite, on défraie dans ce quotidien qui nous relate par des flashbacks la vie qu'elle avait avant ce grand chamboulement, où elle avait un mari et une enfant. J'ai bien aimé, je m'attendais à quelque chose de glauque, alors que pas du tout. La fin, ça, l'auteur, je crois qu'a mis, alors que c'est sorti en 85, les Testaments, c'est sorti il y a 2-3 ans. Donc l'auteur a mis pratiquement 30 ans à sortir la suite. Ceux qui ont lu son livre il y a 30 ans, je ne sais pas comment ils ont fait pour attendre la suite aussi longue, aussi longtemps. Moi, je l'ai dans ma pile à lire, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense le lire d'ici la fin de l'année. Parce on s'arrête sur un événement par rapport à Defred. Et du coup, on est vraiment, c'est un cliffhanger en fait, on ne sait pas ce qui lui arrive. Et je pense qu'avec la lecture des Testaments, ça apportera quelques réponses. Pour vous donner mon avis, j'ai bien aimé. Je m'attendais à une lecture vraiment compliquée, mais pas du tout. C'est bien passé. C'est un peu lent, on va pas se le cacher, hein. On n'est pas dans une lecture rapide, dans un page neuf, mais ça se lit bien, c'est bien écrit surtout. J'avais déjà lu Margaret Atwood avec son livre Captive, et c'est vrai que j'aime beaucoup sa plume. C'est bien traduit, du coup, je dirais également. Mais voilà, ça a été une très belle découverte, je suis contente de l'avoir lu. J'ai enchaîné avec un roman qui n'est pas encore sorti, c'est de la fantaisie adulte. Il s'agit de Le secret du roi de Marie Valente aux éditions Bragelonne, donc c'est une épreuve non corrigée. Ça sort le 5 mai. Donc on me l'avait annoncé que c'était un one-shot, ce n'est pas un one-shot. Voilà, je vous préfère vous prévenir, la fin ne se suffit pas elle-même. Je vous mettrai à côté de moi, je sais plus quel côté, la photo de la couverture définitive parce que moi apparemment j'ai pas la bonne couverture, même si elle est très jolie pour une épreuve non corrigée. Et en fait ça se passe dans un monde un peu fantasy, fantastique, donc un Paris avec le roi Louis XVI, où les humains côtoient les vampires, les lycanthropes, les succubes et autres créatures fantastiques. Et on a une jeune femme qui s'appelle Hippolyte, qui est une jeune provinciale qui vient d'Auvergne. Mon côté chauvin ressort de plus belle. Voilà. Donc elle vient d'Auvergne et elle va aller à Paris. Elle a un rêve de devenir mousquetaire ou garde royale. En fait, elle veut faire partie du monde de la cavalerie. Voilà. Elle ne veut pas se cantonner à son rôle de femme qui est de se marier et de se taire. Et pour ça, en fait, elle ne peut pas en tant que femme accéder à ce rang-là. Elle va se grimer en homme. Donc elle va porter des pantalons. Elle va mettre des chemises et tout. Elle va vraiment s'habiller comme un homme. Elle a un côté un peu androgyne qui fait que si elle n'est pas habillée en femme, elle arrive à faire illusion. Et donc quand elle va arriver à Paris, elle va rencontrer James qui fait partie du Secret. Le Secret, c'est un cabinet spécial créé par le roi qui est en charge de gérer tout ce qui est l'aspect surnaturel de Paris. Donc c'est eux qui luttent contre les débordements des vampires, des lycanthropes ou autres attaques. Et là, ils vont se retrouver confrontés à un homme avec un pouvoir assez phénoménal qui va créer d'autres créatures et qui va s'en prendre au roi et au secret. Je vous en révèle pas plus parce que ces créatures-là, si je vous révèle, ça vous spoil des trucs, mais voilà, c'était génial, j'ai adoré ma lecture, vraiment. Ça a été un coup de cœur pour ce livre. Et j'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé Hippolyte, que j'ai trouvé qui était quand même une femme qui avait du bagou, qui en jetait, voilà, elle va boire, elle picole, elle est ouvertement libertine, mais alors, comme il pense que c'est un homme, il pense qu'elle est du coup homosexuelle. Donc, sur certains aspects, ça passe ou ça passe pas, mais voilà. Ah, c'était là, dans le livre, comme c'est relaté, elle est un peu libertine, et du coup un peu libertin, mais ça passe. Et donc voilà, elle est un peu grossière aussi, mais comme c'est censé être un homme, personne s'en offusque. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé James aussi, qui est un homme qui a des racines irlandaises, qui fait partie d'un groupe avant qu'il rencontre Hippolyte, où il est poursuivi. Et voilà, c'est plein de choses, vraiment, j'ai adoré, je peux que vous le conseiller.
Et j'espère sincèrement qu'il y aura une suite, parce que moi, quand le représentant m'en a parlé, il m'a dit que c'était un one-shot. Et avec cette fin, c'est pas possible. J'ai enchaîné par une toute petite lecture qui m'a fait juste une journée. Il s'agit de Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte, chez Pocket. Oui, je sais, c'est une lecture de Noël. Au mois de mars, mais que voulez-vous, c'est Noël toute l'année. En fait, je savais pas quoi lire. Le problème, c'est que quand je lis des univers fantasy comme ça, assez riches, la lecture qui arrive derrière, elle est compliquée parce que je sais jamais quoi lire. Et là, je me suis dit, bah tiens, prends un truc qui prend pas la tête, un truc simple. Donc j'ai pris celui-ci. En plus, il est dédicacé parce que j'avais rencontré l'auteur à Brive l'année dernière au mois de novembre. Et bah voilà, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de le sortir. J'en avais pas avec Mademoiselle Papillon que j'ai lu le mois d'avant. Je n'avais pas sorti de livre de ce que j'avais acheté à Brive, alors j'en avais acheté un paquet. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Donc c'est la suite de Vous faites quoi pour Noël? On va retourner à Santa les trois sapins, les deux sapins, pardon, il n'y en a pas trois, il y en a deux. À Santa les deux sapins, et on retrouve Pauline et David qui vont passer Noël avec la famille de David. Donc eux, c'est Noël full cliché, hein. Vous arrivez, il y a du chocolat chaud de partout, c'est des grandes décorations de Noël. Et là, la particularité de cette année, c'est que Santa et deux sapins participent à un concours pour élire le plus beau village de Noël. Et la mère de David va se mettre une pression monstrueuse pour gagner ce concours. On se marie, c'est pas forcément Pauline et David qui vont se marier, parce que moi au début quand j'ai vu le titre, je me suis dit tiens ils se marient déjà. Et non, c'est d'autres personnages. Et voilà, tout va se mélanger entre querelles, sentiments amoureux, beaucoup d'humour. Je vais rejoindre Estelle, petite lectrice, sur un point qu'elle avait soulevé lors de la lecture de ce livre, qui disait que en fait il y avait des remarques par rapport à un personnage qui est fine, une personne maigre, et qui a beaucoup d'allusions au fait qu'elle mange des endives, qu'elle mange des salades, qu'elle se prive, elle est appelée régulièrement la mangeuse de laitue. Et moi ça m'a gênée, parce que dès que c'est l'occasion, elle se fait défoncer au niveau des surnoms discriminatoires, hein, tout simplement. La discrimination marche aussi dans ce sens. Et ça m'a un peu embêtée, ça m'a gênée parce que c'est très réducteur, cette personne est fine. Donc voilà, il y a forcément elle ne mange pas, forcément elle mange que des salades. Et voilà, c'est un aspect qui m'a vraiment pas plu. Il y a un moment, j'ai failli poser le livre parce que vraiment ça m'a agacée. Après, le reste de l'écriture de Karen Pond fait le job, donc ça m'a donné envie de lire la suite, mais ça m'a donné une espèce de ressentiment envers ce livre parce que cet aspect-là m'a vraiment profondément déplu. Ensuite, j'ai enchaîné avec un polar que je n'avais même pas encore lu du coup ce mois-ci. J'ai lu L'horizon d'une nuit de Camille Agrèbe, publié aux éditions Calman Lévy Noir. Donc celui-ci est sorti en février, donc il n'y a pas longtemps. C'est le 5e livre de l'auteur. On ne suit pas les mêmes inspecteurs que pour les autres livres. Là, on suit Gunnar et Anne-Britt. Donc l'action commence dans les années 2000. Vous avez donc une petite famille recomposée composée de Samir, Yasmine sa fille, et Maria et de Vincent son fils. C'est bien Vincent, oui. Donc Vincent a la particularité d'avoir le syndrome de Down, qui est donc la trisomie 21. Ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs suivre tout au long de ce livre parce qu'on le normalise. Voilà, il n'est pas mis en marge, il est traité comme un personnage classique. Chose qu'on ne voit pas forcément dans d'autres livres, ils sont souvent mis moitié du doigt, et voilà, là ça m'a fait plaisir de voir ça. Et donc on les suit tous les quatre, ils mènent leur petite vie en Suède, et un jour Yasmine disparaît. On ne retrouve qu'à côté de la falaise qui est à côté de la maison, on ne retrouve que ses chaussures avec un mot dans ses chaussures, comme quoi ça ne peut plus durer, elle ne peut plus vivre comme ça, et quelques jours plus tard, son blouson jeté à la mer. Donc très vite on pense que Yasmine s'est suicidée en se jetant à la mer et ça va bouleverser complètement le microclimat de la famille. Et une enquête va être ouverte bien sûr. Les soupçons vont s'orienter sur autre chose qu'un suicide au grand désarroi de la famille. Et on retrouve ensuite les mêmes enquêteurs 20 ans plus tard qui, suite à une découverte macabre, vont rouvrir l'enquête pour se rendre compte qu'en fait, voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. J'ai beaucoup aimé ce livre qui aborde plein de sujets. Il y a un sujet principal dont je ne peux pas vous parler parce que je vous révélerai une partie de l'intrigue. Mais on parle d'histoire de famille, de secrets de famille, on y parle de religion, des clichés que ces religions renvoient et les gens, les amalgames qu'ils peuvent en faire.
On parle d'immigration, d'intégration. Donc voilà, ça a été une très bonne lecture. J'ai trouvé les 80 premières pages un petit peu longues, mais une fois passé ça, j'étais à fond dedans. Et c'est vrai que je l'ai lu quand même assez rapidement et j'étais très contente de retrouver La plume de Camille Agrèbe. J'ai enchaîné avec un petit livre feel good. J'ai lu Les Possibles de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Fayard. J'ai ce livre depuis novembre dans ma bibliothèque et j'ai mis du temps à le sortir et je me suis dit bon, le prochain livre de l'auteur va pas tarder à arriver, ça serait bien que tu sois à jour dans ces livres. Parce qu'à l'heure actuelle, du coup, j'ai lu tous les livres de l'auteur qui ont été publiés. Dans ce livre, on va suivre Juliane, qui est maman d'un petit garçon, qui est marié à un homme, il vit dans une petite banlieue française. Et un jour, elle est appelée par les pompiers parce que son papa a été victime d'un incendie chez lui. Donc lui, il a rien, mais la maison est partie en fumée et il faut qu'il soit relogé. Donc il va aller vivre chez Juliane et en fait, au bout d'un moment, Juliane va constater des absences, des oublis de la part de son père. Il va lui parler de choses dont elle sait déjà. Il va faire référence à des événements qui ne se passent qu'à certaines saisons, qui ne peuvent pas se dérouler quand ça se passe. Et au final, elle va se rendre compte que son père est en train de tomber malade, qu'il est malade, et elle va devoir prendre soin de lui. Elle met dans la boucle du coup sa mère, même si elle est divorcée de son père, et sa sœur qui vit aux États-Unis. Et on va les suivre qui essaie d'aider son père, surtout elle qui l'emmène du coup faire ses rendez-vous médicaux, qui se rend compte peu à peu de l'étendue de la maladie. Et c'est une très belle histoire, très touchante. Je pensais pleurer beaucoup dans ce livre. J'ai qu'un tout petit peu pleuré. Voilà. Je pensais être plus émue. J'avoue que ça n'a pas été autant émouvant que j'aurais pensé. Après, est-ce que je me suis mis une petite protection aussi en me disant attention, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, éloigne-toi un peu de l'histoire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé retrouver La plume de l'auteur. C'est pas mon préféré, mais ça a été une lecture vraiment agréable. Et je voudrais aussi mettre en lumière la couverture que je trouve très belle, très jolie. Ça, c'est un rapport avec le papa et vraiment, voilà, je trouve que c'est un très bel objet et j'ai hâte de lire le prochain livre de l'auteur. Et enfin, ma dernière lecture, j'attendais, je pense comme beaucoup de personnes, cette sortie avec impatience. Il s'agit de La Reine sans royaume de Holly Black. Il est sorti, je l'ai acheté, je l'ai lu tout de suite. Donc dans ce tome 3, donc de la saga Prince Cruel, Roi Maléfique, on retrouve Jude qui était dans... Alors, on retrouve Jude qui est face à des complots qui menacent la couronne. Je suis volontairement très vague parce que je peux pas vous dire où est Jude quand on la retrouve, parce que je vous révèle, ça vous spoil la fin de Roi Maléfique. Et je peux pas vous dire quelle menace du coup le grand roi, parce que je vous spoil aussi le livre. J'ai peur de trop vous en dire sur ce livre, je dirais simplement qu'on retrouve tous les personnages principaux, qu'il y a pas mal de rebondissements, pas mal d'actions, et que la fin me convient parfaitement. Quand il y a des trilogies comme ça, j'ai toujours peur des fins. J'avais été assez déçue par la fin de Reine de Cendre de Erika Johansen, qui est complètement atypique, qui est complètement cohérente, mais qui ne correspondait pas à ce que j'attendais, moi personnellement. Et là, je suis contente parce qu'on se rapproche un peu de ce que je voulais. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus malheureusement parce que je veux vraiment rien vous révéler. Mais ça a été une très bonne lecture, je l'ai lu en 4 jours. Il n'est pas bien long, il fait 430 pages. Je l'ai lu en 4 jours parce qu'il y avait un soir où je me suis endormie dessus. Mais sinon, si j'aurais pu, je l'aurais lu d'une traite. Je suis très contente d'avoir fini cette trilogie parce que j'aimais beaucoup. Mais je me retrouve confrontée à un problème, c'est comme je vous disais, quand je lis un univers de fantasy, où j'accroche vraiment, j'ai beaucoup de mal à savoir ce que je vais lire derrière. Et là, à l'heure actuelle, je l'ai fini il y a 2 jours. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de lire, mais je ne sais pas ce que je vais lire. Et ça, c'est terrible. Donc voilà pour mon petit bilan du mois de mars, donc petit mais quand même pas trop mal. Est-ce que vous avez déjà lu certains de ces livres? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il y en a dont je vous ai parlé qui vous ont fait envie également? N'hésitez pas à me dire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.